Europe Soir Weekend. Céline Géraud. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour ce nouveau numéro d'Europe Soir Weekend. Bienvenue à bord, on est ensemble jusqu'à 19h. Alors au sommaire ce soir, première photo de famille pour le NUP. Cet après-midi à Aubervilliers, convention d'investiture des candidats qui représenteront la nouvelle Union populaire écologique et sociale aux législatives. Jean-Luc Mélenchon réaffirme qu'il convoite le poste de Premier ministre. Nous en débattrons. Au même moment, à Paris, du côté des Républicains, Conseil national de lancement de la campagne des législatives, Aurélien Pradier, le secrétaire général, annonce qu'il faut rompre avec le sarkozysme. En attendant, évidemment, on va ouvrir avec la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, empreinte de gravité et de sobriété. Quel cap pour ce nouveau quinquennat? On en parle ce soir avec Jean-Yves Le Borgne, avocat pénaliste. Bonsoir Jean-Yves, merci d'être là. Laetitia Avia, députée LaREM de Paris, j'allais dire Renaissance même de Paris désormais, merci. Bonsoir. Bonsoir Laetitia. Bonsoir aussi à Vincent Jeanbrun, maire LR de l'Aile et Rose. Bonsoir. Et puis William Tay, président de la think tank Le Millénaire. Bonsoir. Alors on attaque tout de suite avec ce nouveau président Emmanuel Macron qui s'est présenté comme un président nouveau. On va l'écouter, c'était ce matin à 11h15. Ce choix souverain m'oblige, car c'est bien le peuple français, celui qui désigne ses représentants, et en particulier le président de la République, qui m'investit de ce mandat en ce jour. Oui, le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a 5 ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau. Un mandat nouveau, un président nouveau. Laetitia Avia, députée Renaissance de Paris. Faire du neuf avec de l'ancien, c'est la marque de fabrique d'Emmanuel Macron désormais? Je pense que ce qu'il est important de retenir de cette prise de parole du président de la République, c'est la conscience de l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui et des conditions dans lesquelles il a été réélu. Oui, il y a eu un vote très clair pour Emmanuel Macron. Oui, ce vote est aussi empreint d'un vote barrage contre l'extrême droite et je ne peux que m'en réjouir. Mais on ne peut pas se dire que ce qui s'est passé en 2017, c'est juste la simple continuité, en 2022, c'est la continuité de 2017. On voit très bien ce que nous avons vécu ces 5 dernières années. Et ce serait être inconscient que de se dire, juste, on continue exactement de la même manière. Et c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, il faut se renouveler, il faut voir les choses autrement, il faut faire autrement aussi. Se réinventer, Renaissance, voilà, on est dans le thème, vraiment, depuis quelques jours, enfin en tout cas, clairement aujourd'hui. On est à l'écoute de ce que nos concitoyens nous disent, demandent, réclament, et on s'adapte en conséquence. Je vous pose la question, à vous, le maire donc, de l'Aile et Rose. La Île et Rose, non, l'Aile et Rose. La Île et Rose, voilà, pardon. Vincent Jeanbrun, maire LR. Qu'avez-vous pensé de ce discours du président qui était à la fois empreint de gravité, de sobriété, mais aussi, voilà, il y avait un côté, on repart sur de nouvelles bases. Le discours était à la hauteur des enjeux, plein de sobriété. L'investiture d'un président de la République, c'était une cérémonie digne. Là-dessus, rien à redire. Et puis, je viens d'entendre Madame la députée qui nous dit il a pris conscience. C'est vrai que dans le discours, on entend qu'il y a comme une inflexion. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on va rester sur le discours ou est-ce qu'il va y avoir véritablement des changements? Parce que comme souvent, le marketing est bon. Là, on a le nouveau nom, Renaissance. Bon, d'abord, pour renaître, il faut à un moment donné qu'il y ait eu acte de décès quand même. Donc, un moment donné, vous prenez acte de ça, pourquoi pas. C'est une refondation. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est vraiment l'enjeu. C'est de se dire, voilà, certains avaient, au lendemain de l'élection présidentielle, parlé de capacité à faire des coalitions. On voit bien qu'il n'y a pas eu vraiment de main tendue. Il y a eu ici ou là des débauchages. Les inflexions programmatiques, à l'heure où on se parle, on n'en connaît pas. On voit bien aussi qu'on joue la montre sur la constitution du gouvernement, donc personne n'est capable de dire à cette heure ce qui va vraiment sortir de cette prise de conscience que nous propose le président de la République. Donc, moi, vous savez, j'ai envie que la France réussisse. Donc, s'il a pris conscience des crises qu'affronte le pays et qu'il est capable d'infléchir sa politique, eh bien, tant mieux. Maintenant, je pense qu'il sera vraiment nécessaire d'attendre pour voir. Laetitia Avia, députée Renaissance. Je pense qu'il est très important de garder une cohérence, et cette cohérence est celle du projet.
Ensuite, il y a des questions de méthode. Oui, nous avons parce que beaucoup vous le réformé connaissez, sur les, pardon, mais sur les vous 5 le dernières années. connaissez, le projet Je vous ai laissé terminer. Et C'est vous c'est savez, juste pour mieux comprendre vos voilà. propos. Vous La savez, question, si c'est vous vous connaissez ne... le projet. Oui, Et- et- bien sûr, vous savez, je suis porte-parole de La République En Marche Ouais. depuis 5 ans et j'ai mené cette campagne présidentielle. Si vous découvrez aujourd'hui le projet sur la base duquel le président de la République a été élu, je suis désolée pour vous. Alors ensuite, maintenant, pour reprendre sur la suite de mon propos, cohérence, maintien du projet, c'est pas ça le sujet. Ensuite, la question, c'est la question de la méthode. Durant ces 5 dernières années, on a beaucoup réformé. On a très vite réformé aussi. Et moi, souvent, ce qu'on me dit sur le terrain, c'est je suis pas au courant de cela. Parfois, vous allez même trop vite. On n'est pas assez associés. On n'a pas le temps d'intégrer, d'assimiler, de se sentir concerné aussi par les réformes qui sont prises et de se les approprier. Et ça, c'est un changement de méthode La réforme des extrêmement retraites, par important exemple. qu'il va falloir On porter. l'attend toujours. Mais justement, cette réforme des retraites, il va falloir la faire de manière bien plus progressive, de manière bien plus collective, bien plus associative. Vous savez, quand on parle de ce qui est le plus important pour chacun, c'est-à-dire ces vieux jours, il faut peut-être prendre le temps et de créer le consensus. Laetitia, bien évidemment, on va en reparler de cette réforme des retraites parce que c'est aussi l'un des enjeux de ce projet. J'ai envie de vous entendre, William Tay, président de la think tank Le Millénaire, sur la symbolique autour de cette investiture. Avec ce discours, il y a eu un apport aussi au verbe agir qui est revenu, évidemment, qui a beaucoup marqué. On en parlera dans quelques instants, mais qu'en avez-vous pensé ? Sur l'investiture, c'est une investiture qui est plutôt classique dans la mesure où le général de Gaulle avait créé la Ve République pour faire une synthèse entre la monarchie et la République. Et Emmanuel Macron démarre son mandat de 2017. Rapprochez-vous du micro, pardon. Démarre son mandat de 2017, notamment en marquant une rupture avec François Hollande sur le point de vue du style. Donc il était important de maintenir le fait qu'il ait réhabilité la fonction présidentielle. C'est le premier élément. Sur le discours, précisément, la difficulté, c'est qu'Emmanuel Macron a fait campagne un peu dans les deux sens dans l'élection présidentielle. Au premier tour, il a fait de campagne plutôt au centre-droit, voire à droite, pour mordre l'électorat de Valérie Pécresse. Et puis ensuite, après, il s'est tourné vers les électeurs de gauche de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez une incertitude sur ce que veut proposer réellement le président de la République. Vous avez des grands axes, vous avez des grands totems, le fait qu'ils veulent gouverner autrement, mais ils voulaient gouverner autrement à partir de l'acte 2 des Gilets jaunes en novembre 2018. Donc, en fait, la question, c'est pas de savoir s'il veut gouverner nouveau, c'est comment il va gouverner nouveau. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, après, sur les actes qu'il doit accomplir, il sait, notamment parce que le Emmanuel Macron de 2022 est différent du Emmanuel Macron de 2017, Forcément, dans la mesure où le contexte est différent. Le contexte économique n'est pas le même, le contexte géopolitique n'est pas le même. Et la question, c'est comment est-ce qu'il va gouverner ? Est-ce qu'il va devenir une sorte de François Fillon ou de Gerhard Schröder, donc un grand réformateur français, pour guérir la France qui est l'homme malade de l'Europe et pour remettre la France sur le leadership européen? Ça, c'est la première question. Ou est-ce qu'il va gouverner plutôt comme un social-démocrate traditionnel, comme ce qu'au font Justin Trudeau, notamment au Canada? Donc, comme on a une incertitude dessus... Il peut faire du en même temps. Il peut faire du en même temps, mais le en même temps n'est pas forcément clair dans la mesure où il n'y a pas de cap vraiment défini. Moi, je pense qu'il y a un seul cap qui est vraiment intéressant sur lequel il a été constant, c'est la question de l'investissement avec les plans France 2030, la refondation de l'école, dans la mesure où il prépare l'avenir. L'école inclusive, tout à fait. voilà. Mais quand il veut répondre aux questions de fracture sociale et réformer l'économie française, on ne sait pas si c'est un Emmanuel Macron de 2022 ou de 2017, et c'est là où il y a des incertitudes. Et je pense que nous aurons des premiers éléments de réponse lors de la formation du gouvernement, avec un Premier ministre qui va donner d'un côté ou de l'autre. A priori, autour du 13 mai, ou plus tard, on sera fixé. Jean-Yves Le Borgne, avocat pénaliste, votre sentiment sur cette cérémonie d'investiture et sur ce côté nouveau président, Balneuve, quoi, le côté Balneuve. Si vous voulez, je retiens qu'il y avait un nombre important d'invités. 450. Que parmi ces invités, il y avait le président Sarkozy, le président Hollande. Une première. Pour ne citer que, parce qu'il y en avait d'autres qui illustrent cet appel à des partis différents, il y avait aussi Manuel Valls et Éric Woerth. De telle sorte que on aperçoit, mais ça sera peut-être un autre thème, on aperçoit que la survie des partis traditionnels, le parti républicain, le parti socialiste, qui ont été des grands partis qui ont gouverné la France, n'est peut-être plus le sujet central. Le sujet central étant comment on fait de la social-démocratie en empruntant un certain nombre de concepts à droite, en empruntant aussi à gauche, dans le cadre d'une réunion. Alors, cette nouveauté dont on parle et que le président annonce d'une manière extrêmement soulignée, un nouveau président, un nouveau peuple, un nouveau mandat, bien entendu, il va falloir qu'il illustre cette nouveauté. Ce sera probablement dans le choix du Premier ministre, des ministres... Ou de la Première ministre. Ou de la... Oui, je le disais au sens fonctionnel générique, du terme, compris. bien entendu. Bien que je le dis au passage, moi je suis
très favorable à l'idée que ce soit une femme. Mais ce serait une première depuis Édith Cresson. Hein. Oui, mais la question n'est pas que ce soit une femme ou un homme. L'absence de la ségrégation sexiste, c'est quand on ne fait pas de différence. Hein, et qu'on n'exige pas une sorte de remplacement absolument nécessaire. Bon, cela étant, le problème est de savoir où et comment se situera la nouveauté, comment elle va se matérialiser, et puis précisément aussi, la question que je pose, c'est celle de savoir si cette nouveauté n'est pas précisément dans la synthèse des politiques, je dirais, raisonnables de droite et raisonnables de gauche. Il y a, dans le discours du président, un certain nombre de signes qui vont dans ce sens. Avec cette anaphore, agir, hein, évidemment, qui est revenu dans ce discours qui nous a tous marqués. Il ne compte pas enchaîner les réformes, administrer l'État, mais il veut inventer une méthode nouvelle pour bâtir un nouveau contrat productif, social et écologique. Écoutez. Agir sans relâche, avec un cap. Celui d'être une nation plus indépendante, de vivre mieux et de construire nos réponses françaises et européennes aux défis de notre siècle. Cette anaphore, William Tay, président du think tank Le Millénaire, agir, elle nous a tous marqués parce que voilà, c'est revenu vraiment, on est dans l'action, on n'est plus dans la contemplation ou pas dans la contemplation. La difficulté du mandat d'Emmanuel Macron, on a travaillé sur le bilan d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait son action réformatrice a été bloquée très tôt, dans la mesure où il y a eu les gilets jaunes et puis ensuite la crise sanitaire. Donc du coup, il y a une sorte d'occasion manquée en fait du macronisme. Et la question que nous avons posée, c'est est-ce qu'en fait la révolution a été inachevée d'Emmanuel Macron ou est-ce que la révolution a été empêchée par les crises? Est-ce qu'en fait les crises l'ont conduit à arrêter son action de peur de la rue, notamment des gilets jaunes, et donc du coup de gouverner autrement? Ou est-ce qu'en fait il a été bloqué par un contexte qui veut toujours y aller et donc du coup c'est juste une question de temporalité et vous différez l'action? Ça c'est la question qui est posée sur Emmanuel Macron lors du second quinquennat. Surtout qu'il y a une question qui est essentielle, c'est qu'autant lors du premier quinquennat il pouvait se représenter sur une réélection et le fait que vous présentez à une réélection vous conduit à être plus prudent, alors que comme vous ne pouvez pas vous représenter à une réélection, normalement vous êtes traditionnellement beaucoup plus disruptif et courageux sur ce point-là. Ensuite, après, sur les méthodes d'action, je pense qu'en fait, le diagnostic qu'il pose, mais même depuis 2017 dans son livre Révolution, est plutôt le bon, dans la mesure où il analyse bien le contexte international, les grandes mutations, l'évolution du contrat social, l'évolution du marché du travail, etc. Donc c'est plutôt bien analysé. La difficulté qu'on a sur ce discours, c'est qu'en fait, on ne sait pas en fait ce qu'il veut faire concrètement. Ça veut dire qu'il dit il faut une nation forte et indépendante, mais tout le monde est d'accord. Il faut réparer les fractures sociales entre les Français. Personne ne veut qu'il y ait des fractures sociales entre les Français. La question de savoir, et c'est pour ça que je posais la question du Premier ministre, et en fait, la fonction de Premier ministre, parce qu'on se dit qu'en fait, il faut se dire que lorsque Emmanuel Macron va désigner un Premier ministre, lui-même étant président de la République, il va passer plus de 80% de son temps disponible à l'international. Surtout que c'est marqué par un contexte international important. Et donc, du coup, le Premier ministre, c'est lui qui va gérer l'action politique. Et c'est souvent le cas dans un deuxième mandat. Vous prenez par exemple Mitterrand avec Rocard. Lorsque Mitterrand a été réélu, c'est Rocard qui avait quasiment gouverné la France. Quand Jacques Chirac a été réélu, c'est Jean-Pierre Raffarin, puis Dominique de Villepin qui avait été élu. Donc, en fonction du Premier ministre, en fonction du Premier ministre, on va avoir une première tonalité. Moi, je pense qu'il y a des axes, par contre, qui sont intéressants. C'est la question de l'investissement, comme je le rappelais tout à l'heure. Il y a aussi le fait qu'on avance petit à petit sur un nouvel acte de réforme. Je pense que vraisemblablement, en fait, il prendra des réformes qui viennent plutôt de la droite, la réforme des retraites, la réforme de l'administration, mais en mettant un volet social pour compenser la libéralisation du marché économique français. Laetitia Avia, députée Renaissance, Paris. Oui. Ça fait drôle, hein? Oui, parce que ce n'était pas encore acté, en fait. La volonté politique est là, mais vous savez, on a quand même des règles statutaires, etc. Mais je prends. Je trouve très intéressant votre point de vue, parce que ce que j'entends, au contraire, c'est une petite musique qui est assez inverse. C'est de dire, normalement, lorsqu'un président ne se représente pas, eh bien, justement, ce mandat, c'est un mandat où il y a peu de choses, il y a peu de transformations, il y a peu de réformes. C'est beaucoup de choses que l'on nous dit, notamment sur les plateaux télé ces derniers temps. Et tout l'enjeu de ce discours du président de la République, c'était de dire, ces 5 années, je vais les mettre à profit, en effet, pour poursuivre et pour aller vraiment au fond de cette transformation du pays. Parce que oui, beaucoup de mesures ont été votées ces 5 dernières années. Il y a eu énormément d'actes qui ont été posés, mais la transformation profonde, structurelle, eh bien, il faut qu'elle soit engagée maintenant avec bien plus de puissance, en fait. Et c'est ça. Et c'est pour ça que ce terme « agir » est revenu énormément de son discours. Agir et servir. Et là, c'est toujours important, parce que c'est la première question qu'on nous pose. Pourquoi est-ce que vous faites cela ? Et donc, il faut répondre au pourquoi avant de répondre au comment.
Allez, on reste ensemble, l'aventure continue. Europe Soir Weekend, bien sûr, on continue à débattre dans quelques instants. Et on va parler de François Hollande qui s'est fait remarquer aujourd'hui dans la cour de l'Élysée. Europe Soir Weekend. Céline Géraud. On est de retour dans le studio d'Europe 1 jusqu'à 19h. Ce soir, Europe Soir Weekend, on débat des sujets qui font l'actualité. Alors, on est actuellement en train de débattre autour de cette investiture du président Macron que nous avons suivi. Et si vous n'avez pas suivi, ben voilà, on décrypte, on analyse avec vous, avec nos invités. Ce soir, avec moi, Jean-Yves Le Borgne, avocat, Laetitia Avia, députée la Renaissance de Paris, Vincent Jeanbrun, maire de LR de L'Haÿ-les-Roses, et William Tay, président du think tank Le Millénaire. Alors, il y a quelqu'un qui s'est fait remarquer aujourd'hui dans la cour de l'Élysée, c'est François Hollande, l'ancien président de la République, qui était invité à cette cérémonie avec Nicolas Sarkozy et qui a récusé le récent accord du PS avec LFI. Il cultive une certaine rancœur, malgré tout, contre son ancien ministre de l'économie, et il ne s'est pas fait prier pour prendre la parole. Écoutez. Je suis venu parce que c'était mon devoir d'être présent, montrer la continuité de la République et faire en sorte que la République puisse rassembler autant qu'il est possible les citoyens. C'est ce qu'on a constaté dans cette élection, c'est qu'il y avait davantage de citoyens qui aujourd'hui a été dans le rejet plus que dans l'espérance. C'est cette espérance-là qu'il faut recréer. C'est maintenant ce qu'il a admis, c'est que sûrement les méthodes d'hier, même si elles ne l'ont pas empêché d'être président une nouvelle fois, mais les méthodes d'hier ne peuvent pas être reproduites pour la période de demain. Non seulement parce qu'elle sera très difficile, mais parce que la France est très divisée. Des Français aux urnes, dans le rejet plutôt que l'espérance, des méthodes d'hier qui ne doivent pas être celles d'aujourd'hui, rétablir la confiance. J'ai envie de vous entendre, Vincent Jeanbrun, maire LR de L'Haÿ-les-Roses. Vous ne trouvez pas ça un peu déplacé malgré tout? Parce qu'il y a eu d'autres prises de parole cet après-midi, enfin ce matin, notamment Manuel Valls. Nicolas Sarkozy n'a pas voulu s'exprimer, mais j'ai trouvé ça un peu déplacé personnellement. Avant de réagir sur la forme, c'est bien la première fois de ma vie que je suis parfaitement en accord sur le fond avec François Hollande. Il a raison. Madame Avia disait tout à l'heure, on a entendu, on a compris, on a pris acte. Très bien, mais alors il faut bien entendre qu'au-delà de l'envie de réforme, il va falloir changer la méthode. Rappelons qu'une partie des crises, vous parliez des gilets jaunes tout à l'heure, William Tay, les gilets jaunes, ils sont nés parce qu'il y a eu une réforme quand même sur le prix de l'essence et la vitesse. Donc c'est à un moment donné, il y a une responsabilité quand même dans la capacité de dialoguer avec le peuple. Maintenant, sur la forme, c'est vrai que je le disais tout à l'heure en introduction, c'est pas un jour où il faut faire des polémiques. Je pense voilà, pas. C'est le président de la République de tous les Français. C'est pas le fond, c'est plus la forme en fait. Et effectivement, François Hollande, habitué des petites phrases, nous montre, vous avez raison, une vraie aigreur. Et il aurait attendu lundi pour dire la même chose, ça n'aurait pas été plus mal. Ouais, il le considère finalement comme l'un des responsables de la mort de sa famille politique. Et c'est un peu regrettable que ça se ressente peut-être à ce moment-là. C'était peut-être pas judicieux. Laetitia Avia, députée Renaissance Paris. Oui, je trouve que c'est dommage. Il y a des moments de campagne, puis il y a des moments républicains. Et ce matin, c'était un moment. Oui, et c'est vrai que François Hollande n'a jamais su cacher ça. Après, il y a une réalité. Quand on parle des méthodes d'hier, on ne parle pas des méthodes des 5 dernières années. On parle de fractures profondes dans notre pays. Et nous sommes conscients du fait que si nous avons été élus en 2017, c'est parce que déjà, il y avait ce ressenti et ce besoin de bousculer les choses. Et je pense que chacun doit prendre cela en considération. Chacun doit prendre sa part dans cette refondation qui est nécessaire de notre lien avec la République et la démocratie. Vincent Jeanbrun, rapidement, maire LR, L'Haÿ-les-Roses. Mais est-ce que vous entendez le cri de colère? Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que vous avez gagné à 58% tout seul et qu'il n'y a pas le vote barrage. Aujourd'hui, je crois que ça a été la première phrase que j'ai prononcée sur ce plateau. François Hollande a raison de dire qu'il y a quand même une majorité de Français aujourd'hui qui ne croient pas dans le mandat qui s'ouvre. Et donc, la tâche est immense. Et je pense que le meilleur moyen de répondre à ce défi majeur, c'est d'être capable d'ouvrir les portes et les fenêtres, au lieu d'être dans une logique très clanique où on est sur un parti unique, majorité unique. Là, ce qui a été proposé avec Renaissance... C'est tout le contraire de ce que nous faisons. Nous, notre démarche depuis le début, je peux vous le dire, moi je suis issue de la société civile, ancienne avocate, n'ayant pas ce passé dans tous ces partis. Je suis arrivée en politique justement parce que j'avais besoin de cette ouverture, de cet élargissement et de sortir de ce sectarisme qui justement crée cet éloignement des citoyens avec la politique. Et cet élargissement, nous le poursuivons. Et en effet, vous le disiez tout à l'heure, on le poursuit finalement en ayant aujourd'hui rassemblé de Manuel Valls à Éric Woerth. Oui,
et encore, et à tous ceux qui veulent agir pour le bien de notre pays. Et sur la méthode. Cela nous demande de passer, par exemple, on parlait tout à l'heure de la réforme des retraites, on peut parler de la réforme institutionnelle, nous allons passer par des commissions transpartisanes. C'est pas pour vous interrompre, mais sur la première réforme des retraites. Pour que tout le monde au puisse se passage, mettre d'accord. on se rappelle que vous avez commandé pour 1 million d'euros à McKinsey le projet de la première réforme des retraites, qui aujourd'hui finit à la corbeille. Et essentiellement parce que la méthode et le dialogue avec les représentations syndicales n'avaient pas été bons. Enfin, la méthode n'avait pas été la bonne. Donc, c'est pas un petit enjeu. Juste cette capacité à changer. le dialogue, si vous voulez, parce qu'on n'est pas là pour faire campagne. On parlait des propos du président Hollande, alors qui est une rancœur peut-être, mais quand vous les analysez bien, ces propos, on les a entendus il y a quelques instants. Le président Hollande nous dit que dans l'électorat français, il y a eu un vote de rejet, un vote de colère. Mais on le sait bien. Oui. Et c'est une constat, évidence. Oui. Et je pense que personne ne va dire le contraire. Mais il dit aussi qu'il faut en quelque sorte que cette fracture, que cette incompréhension cesse et que l'on se retrouve pour travailler. Je ne suis pas sûr que le président Macron dirait véritablement autre chose. C'est un petit peu le même appel. Alors, on peut avoir quelques vieux souvenirs teintés d'amertume, ça n'exclut pas finalement qu'il y ait un constat d'une France qui ne comprend pas, qui vote d'une manière peut-être un peu brutale, un peu j'oserais dire même irréfléchie, parce que la colère n'est pas toujours réfléchie, et qu'il faille retrouver cette France-là dans un creuset. Choisi, voilà. Alors ça, c'est autre chose. Non, moi, pas merci pour ce moment qu'on aurait pu lui dire. Oui, bon, enfin, ça c'est difficile pour le président Hollande d'avoir cette expression. Mais attention à penser que les Français sont uniquement dans un vote d'émotion. Je crois qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus sérieux ce coup-ci. Non, mais si vous voulez, je ne nie pas qu'il puisse y avoir une colère, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des difficultés pour nombre de nos compatriotes de vivre. Là, on est dans la rancune davantage avec Hollande. Le pouvoir d'achat a été un sujet, c'est quand même pas par hasard. Mais l'appel à une collaboration, l'appel à une union française, l'appel à quelque chose qui consiste à travailler ensemble, qu'on ait une sensibilité de gauche ou qu'on ait une sensibilité de droite, je pense que c'est un appel que nos compatriotes peuvent entendre sans que la gauche ou la droite traditionnelle, celle qui a gouverné la France pendant ces 50 dernières années, se considère comme injuriée le moins du monde. Merci Jean-Yves Le Borgne. On continue évidemment à débattre. Je clôt juste ce petit débat avec cette petite anecdote. Vous l'avez peut-être vu, Monsieur Fabius, donc le président du Conseil constitutionnel, qui s'est arrêté quelques secondes, hésitant sur les chiffres. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Et il dit, vous avez recueilli 18 678 639 voix, c'est-à-dire la majorité absolue des suffrages exprimés. Et en fait, il s'est trompé. Parce que M. Macron a réuni, alors c'était les chiffres et les lettres dans le désordre, 18 millions, oui, c'était bon, mais c'était pas 678, mais 768. C'est pour ça qu'il hésite, parce qu'il se dit, oulala, je me suis trompé, j'ai mélangé. Voilà, c'était rigolo, ça, moi, en tout cas, ça m'a fait sourire. Il aurait dû prendre une fiche. On a tous remarqué qu'il parlait de mémoire. Absolument, tous d'ailleurs. Ils ont tous fait, alors, il a fait un effort. Allez, on est de retour, évidemment, on reste ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, exceptionnellement, il y a du sport derrière. On va vous parler de cette gauche qui était unie et rassemblée cet après-midi en Seine-Saint-Denis pour la première fois, Aubervilliers, convention nationale d'investiture, photo de famille inédite et historique de la coalition NUP avec sur la même image socialistes, communistes, écologistes et insoumis. Objectif, obtenir une majorité le 19 juin et devenir Premier ministre de cohabitation. L'objectif de Jean-Luc Mélenchon, écoutez-le justement, il va falloir s'y faire, la NUP est dans la place. On s'est bien fait à la REM. Alors la NUP, pourquoi pas ? Du moment qu'on n'oublie pas ce que ça veut dire. Et le premier mot, c'est nouvelle. Alors je vous en prie, ne reproduisons pas les vieilles formules, ça ne sert à rien qu'à embrumer l'esprit. Bien sûr, ce sont des forces de gauche qui s'unissent, mais ce n'est pas la gauche unie, ce n'est pas la gauche plurielle, ce n'est pas l'union de la gauche. C'est une nouvelle page de l'histoire qui s'appelle l'union populaire, écologique et sociale. Voilà, on le connaît avec ses punchlines, évidemment, Jean-Luc Mélenchon. Il est en forme, organiser ce meeting, alors le même jour que l'investiture d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'était la bonne stratégie, selon vous, pour marquer les esprits en vue des législatives ? Je vous pose la question, William Tay, président de la think tank Le Millénaire. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est le plus habile depuis le second tour de l'élection présidentielle, dans la mesure où,
malgré le fait qu'il soit arrivé en 3e position de l'élection présidentielle, donc il est perdu et qu'il n'ait pas réussi à se qualifier au 2e tour, il a réussi à instaurer un clivage entre sa nouvelle force politique, donc le NUP, Ouais. et Emmanuel Macron. Et à ce moment-là, vous regardez le paysage de la droite et de l'extrême droite, qui ont totalisé 38 ou 40%, ils ont complètement disparu du champ politique. Donc du coup, pour ces élections législatives, vous avez un clivage entre Jean-Luc Mélenchon et les autres forces de gauche, et ensuite Emmanuel Macron. Quand vous regardez les intentions de vote en faveur des élections législatives, ce que vous remarquez, c'est notamment, c'est que par rapport à 2017, malgré le fait que le score d'Emmanuel Macron est monté de 4 points, les scores de LREM, donc des députés LREM, ont baissé de 8 points. C'est-à-dire que là, c'est le premier élément qui est intéressant. C'est-à-dire que Emmanuel Macron ferait moins, enfin, La République En Marche ou Renaissance ferait moins, perdrait des sièges éventuellement. Le deuxième élément qu'on voit, c'est qu'il y a une remontée de la gauche. C'est-à-dire que la gauche, en cumulé, faisait à peu près 60-80 sièges. Là, ils seront estimés entre 120 et 180 sièges. Donc, c'est-à-dire que le match se joue entre LREM et Jean-Luc Mélenchon. La question qui est clé pour ces élections législatives, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron aura une majorité absolue ou relative pour gouverner. Si dans ce cas il a une majorité absolue, ce sera la Renaissance qui gouvernera avec ses alliés, Horizon, Modem, etc. Si par cas il a une majorité relative, c'est-à-dire qu'il doit faire soit une coalition avec la gauche, donc de Jean-Luc Mélenchon, soit une coalition avec la droite. Et dans ce cas-là, il serait obligé de fait d'appliquer sa nouvelle méthode de gouvernement. Alors, concernant les circonscriptions, je vous donne quelques chiffres. 326 circonscriptions confiées donc à des candidats de la France Insoumise. Il y en aura 100 pour Europe Écologie Les Verts, 69 pour le PS et 50 pour le Parti communiste. Voilà, on sent qu'effectivement, la répartition s'est faite sans surprise sur les chiffres qu'on connaît, Jean-Yves Le Borgne. Mais si j'ose dire, je mettrais bien cette coalition à NUP. Oui. Pour remarquer qu'en réalité, c'est un agrégat de circonstances, c'est un accord électoral, c'est le contraire d'un programme commun. D'ailleurs, dans les propos qu'on entendait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, il le disait lui-même. Or, l'électorat de gauche rêve d'une gauche unie. Parce que ça lui rappelle le Front populaire, parce que ça lui rappelle le programme commun, parce que ça lui rappelle l'élection de François Mitterrand. Mais ça, c'est le contraire. C'est un arrangement dont on se demande d'ailleurs quel est l'élément rationnel, puisque vous avez, il faut quand même le rappeler, un certain nombre de grandes voix de la gauche, à commencer par le président Hollande d'ailleurs, ou par l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui viennent dire qu'ils n'adhèrent pas à cette soumission, ou sans parler de soumission pour ne pas être polémique, si vous voulez, cette réunion un peu hétéroclite dont la seule finalité, c'est de sauver des sièges. C'est exactement ça, c'est de la tambouille politique. Et d'ailleurs, moi j'ai mal au cœur, je connais des personnalités qui viennent du camp de la gauche républicaine, des socialistes convaincus, etc. Mais je pense à eux, ils doivent pleurer aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que ce mariage avec Mélenchon, c'est un divorce avec la République pour eux. Et pareil pour les écolos, un mariage avec Mélenchon, c'est un divorce avec l'Europe. C'est terrible. On est en train de voir la mort cérébrale d'un camp politique qui était respectable et capable d'être aux affaires. C'est vraiment très triste. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau logo. Ils l'ont dévoilé à cette occasion, cet après-midi, donc à Aubervilliers. C'est un V de la victoire. Alors, il y a du violet, du rouge, du rose, du vert, du jaune. Double lecture aussi parce que ce V majuscule avec une petite boucle, c'est une lettre grecque qui veut dire nu, donc nup. Mais quand on regarde bien les couleurs, il y a très peu de rose. Le rose, c'est vraiment la petite touche et on l'a tous remarqué. Toute la symbolique est là. On va réécouter Jean-Luc Mélenchon, justement, toujours, qui, lui, encore une fois, redemande un 3e tour. Écoutez, il lâche pas l'affaire. Nous avons un président, et pour la 2e fois en l'espace de 10 ans, une élection a eu lieu qui n'a réglé aucun problème. Et, comme l'a dit l'autre soir Olivier Faure, et je lui emprunte cette formule, nous avons un président sans mandat. Il a été élu, et alors ça devrait suffire. Eh bien non. Il faut un mandat, c'est-à-dire il faut trancher. Fera-t-on ceci ou fera-t-on cela? Fera-t-on la retraite à 65 ans ou bien à 60 ans, etc. Il faut trancher. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un 3e tour. Et ce 3e tour, la démocratie nous le propose. C'est l'élection législative. Voilà, le 3e tour, il y retourne. Hier soir, aux 20h de France 2, Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il serait vraisemblablement pas candidat dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône à Marseille. Il avait été élu en 2017 avec près de 60% des voix face à son adversaire justement de La République En Marche.
un mot sur c'est Oui, mais du Mélenchon dans le texte. Hein, il est fidèle à ce qu'il incarne. Il est offensif. Il est aujourd'hui député. Et il y a des élections législatives, qu'il se présente aux élections législatives et qu'il demande validation par ses électeurs de son mandat de député. Et qu'on voit en effet ce qui a été fait dans sa circonscription à Marseille. Moi, ce que je trouve assez hallucinant avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a cette capacité de complètement réécrire et réinventer nos institutions comme si elles n'existaient pas. Cette histoire de troisième tour, cette histoire d'être élu Premier ministre, de se présenter Premier ministre de cohabitation, c'est le terme qu'il emploie. Oui, et oubliant que la cohabitation, c'est un système en réalité de crise institutionnelle, c'est pas un système de fonctionnement classique, et essayant d'instaurer cette petite musique dans les esprits de chacun. Indiquant qu'il a été plébiscité à l'élection présidentielle alors qu'en effet, il a été troisième. Et donc, ce qui se crée aujourd'hui avec cette union populaire qui n'est donc ni une union de la gauche, ni la gauche unie. Vous avez parlé de mariage tout à l'heure, vous n'avez pas voulu parler de soumission, mais bien sûr que c'est cela. C'est tout autour du plébiscite d'un homme dans une drôle de carriole avec les insoumis devant et tous les soumis derrière. Et moi, je ne comprends pas que la gauche républicaine ait accepté ces conditions dans un élément. Vous demandiez qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui lie tout cela. C'est une sorte d'instinct de survie qui fait prendre de très mauvaises décisions. Jean-Yves Le Borgne, vous êtes d'accord ? Ah bah c'est clair. Oui. Ce qui caractérise Jean-Luc Mélenchon, c'est un talentueux culot extraordinaire. Ah, il nous dit le président Macron a été réélu, mais il est sans mandat. Comme si finalement les Français étaient un peu idiots et qu'ils aient élu quelqu'un sans trop savoir ce qu'il allait être amené à faire et qui il était. Mais on a envie de dire à Jean-Luc Mélenchon, mais dans votre conglomérat politique, où des gens qui ne pensent pas la même chose vont pour des raisons boutiquières travailler ensemble sur le terrain électoral. Vous parliez de sans mandat, vous êtes sans programme, sans unité, sans cohérence. Bien dit. Ouais. Tiens, on va écouter Olivier Faure, justement, le premier secrétaire du PS. Pour lui, c'était un peu un voyage en terre inconnue aujourd'hui, une immersion assez incroyable. Écoutez ce qu'il a dit. Voilà, écoutez. Oui, comme vous, je crois à la victoire en juin. Alors, on m'a prévenu. On m'a dit, le président nous a dit, faites attention, c'est des sauvages. C'est vrai, des fois, je vous trouve un peu différent des socialistes, plutôt habitués aux institutions, à être plus calmes que vous ne l'êtes. C'est vrai. Alors, c'était pas un one-man show, parce que les gens ricanaient quand même dans la salle. Il y avait une drôle d'ambiance. Qu'en pensez-vous pardonnez-moi, William Tay, le nom du think tank militaire. La difficulté pour les socialistes, c'est qu'ils sont quasiment morts. Et donc, du coup, ils doivent trouver le moyen de survivre. Pour survivre, pour les partis classiques comme le Parti socialiste et les Républicains, vous avez 3 choix. Soit vous vous alliez à Emmanuel Macron en soutenant son projet, parce que vous êtes d'accord sur une partie de son programme. Soit vous vous opposez à Macron. Donc pour le PS, c'est donc du coup, il faut s'allier à Jean-Luc Mélenchon. Et du côté de LR, il faut piquer les électeurs de Zemmour et de Marine Le Pen. Soit vous faites la pire des options, c'est vous mettez indépendant. Et donc du coup, vous choisissez pas et vous devenez une sorte de modem comme ce qu'était François Bayrou dans le courant des années 2010. Ce que choisit Olivier Faure comme stratégie, c'est de se dire, de toute façon, nous n'avons pas d'incarnation, nous n'avons pas de programme, il nous faut qu'on sauve des sièges pour sauver notre financement public et pour jouer l'après-Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon a un certain âge, et donc du coup, c'est purement de la tactique 71 politicienne. Ans, effectivement. Et vous sacrifiez du coup vos valeurs. Pas la retraite à 60 ans. Parce que vous prenez tous les points. C'est-à-dire quand vous prenez le programme actuellement qu'ils défendent, ils remettent en cause tous les acquis qu'avait défendu François Hollande. Ils remettent en cause la loi El Khomri, ils remettent en cause le CICE, et puis même ils remettent en cause la construction européenne, alors que c'est le Parti socialiste, avec le traité de Maastricht, qui avait avancé dessus. Et donc la difficulté pour eux, c'est de se dire complètement, on fait une refondation complète, on tire un trait sur toute notre histoire, et on joue le coup d'après dans une optique purement politicien. Vincent Jeanbrun. Moi un mot quand même, parce que Olivier Faure dit, avec une pointe d'humour, on nous avait dit que vous étiez des sauvages. J'imagine que dans son discours, il essaye de dire le contraire. On a dans toutes nos collectivités, que ce soit à la région, dans les départements, dans nos villes, des représentants de la France insoumise. Des purs sucres, des vrais. Et je traiterai jamais personne de sauvage, mais par contre, de personnes qui défendent une idéologie décolonialiste, des zadistes en puissance, des wokistes, des racisés, des gens qui sont totalement anti-Europe, ça c'est une certitude. Et je pense que ça aussi, il faut que nos concitoyens l'entendent.
on est très très loin d'un programme commun, on est très très loin de la gauche de François Mitterrand. On est sur des personnes qui veulent renverser la République. Vous pensez à Tao Boafs ? Mais je pense à beaucoup de leurs représentants, certains connus comme celui-là du grand public, d'autres un peu moins connus. Mais je peux vous assurer que le discours de la France insoumise, on l'entend dans nos conseils municipaux, dans nos conseils départementaux, dans nos régions, et il fait peur. Il fait peur, jamais je ne dirais ça. D'autres formations politiques avec lesquelles je peux avoir des désaccords, mais où on se respecte, on sait que ce sont des gens responsables. Là, en l'occurrence, moi je vous le dis, et j'aimerais vraiment que les auditeurs s'en rendent compte, la plupart de nos débats dans nos collectivités sont publics, vous pouvez regarder les bandes, ça fait peur, parce que ils ont une conception du monde qui est indigéniste et qui fait, qui n'a qu'une volonté, c'est saper les fondements de la République aujourd'hui. Donc le cri d'alerte, il est là, et surtout, j'espère que nos concitoyens l'entendront. Laetitia Avia, députée Renaissance Paris. Et cela est porté par Jean-Luc Mélenchon lui-même. Dans son discours d'aujourd'hui, quand il parle d'actes de résistance, dans ses différentes interviews ces dernières semaines où il essaye d'enlever toute légitimité au président de la République, quand il dit que s'il ne gagne pas ce 3e tour, il y en aura un 4e dans la rue, il souffle sur les braises et il essaye vraiment, il entre dans une action de destruction de notre République et de notre cohésion en fait sociale. Et ça, il faut l'entendre, il faut le comprendre. C'est ce qui se joue dans les prochaines semaines. C'est extrêmement important pour notre pays et pour notre stabilité. En tout cas, il est offensif, il est comme il est depuis le début, c'est-à-dire qu'il ne lâche pas, il reste dans cette idée, je serai Premier ministre, je veux le pouvoir, je veux être la République, avoir la majorité. Lui. Voilà, la République, c'est lui, c'est vrai. Ça, c'était excellent rappel de l'histoire. Mais vous savez, lorsque on tente ici, là, les uns et les autres, de déterminer avec plus ou moins d'agressivité, peu importe, ce que serait le programme, la mise en œuvre d'une arrivée aux affaires de la France insoumise, qui est quand même, Dieu merci, une forme de mythologie. Mais en réalité, on est en train de constater que nous avons en France, au fond, 3 mouvements. Un mouvement d'extrême droite, un mouvement d'extrême gauche, tout aussi destructeurs l'un que l'autre, parce qu'ils vivent finalement d'une sorte d'affrontement avec les vieux concepts de la République. Et la question qui se pose, aussi bien au niveau des républicains qu'au niveau des socialistes, c'est de savoir si l'attachement à un débat républicain, à une conduite du pays raisonnable, se préoccupant de ce qui peut être le souci d'un électorat de droite, se préoccupant de ce qui est le souci d'une France plus populaire et qui souffre également et à laquelle il faut répondre, si tout cela appartient dans la gestion à un ou à des partis, ou appartient désormais à la réunion des gens de bonne volonté ailleurs. On suivra évidemment le feuilleton à rebondissement, c'est sûr, de ce parti NUP qui donc était réuni aujourd'hui pour la première fois avec cette photo de famille. Allez, on reste ensemble bien sûr, l'aventure continue. On se retrouve dans quelques instants pour le dernier débat. On va parler des LR qui se réunissaient aujourd'hui et là à huis clos. Autre ambiance. Europe Soir Weekend. Céline Géraud. Europe Soir Weekend jusqu'à 19h, débat, décryptage, analyse avec ce soir dans le studio d'Europe 1, Jean-Yves Le Borgne, avocat, Laetitia Avia, députée Renaissance de Paris, Vincent Jeanbrun, maire LR de La Île-et-Roses et William Tay, président du think tank Le Millénaire. Alors c'est aujourd'hui que les Républicains ont officiellement lancé leur campagne pour les législatives avec l'espoir d'effacer leur échec à la présidentielle. Un rassemblement à huis clos, beaucoup plus discret que les Insoumis. 400 personnes présentes à ce Conseil national, dont une centaine de candidats réunis au siège du parti à Paris. Des candidats qui se sont vus remettre une charte assignée d'ici au dépôt officiel des candidatures. L'objectif, dissuader toute tentative de ralliement à Emmanuel Macron. Et en mode coach, il y avait Laurent Wauquiez, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sort la sulfateuse. Écoutez. Ne baissez pas la tête. Restez fidèles à ce que vous croyez en vous. Tout tangue, tant mieux. Tout est à terre, tant mieux. Ceux qui nous ont trahis sont dehors, tant mieux. Enfin, ils nous ont fait tant de mal. Nous allons devoir tout repenser, tout rebâtir, de haut en bas. Et ça commence aujourd'hui. Vous avez ce privilège inouï de faire partie de ceux qui pouvaient construire cette nouvelle page. Ne renoncez pas à cette chance extraordinaire. Tout est prêt, si vos cœurs le sont. Avançons. Laurent Wauquiez en mode coach, Vincent Jeanbrun, Jeanbrun, pardon, maire LR de La Île-et-Roses. Je vous pose la question.
On a la sensation évidemment que l'étiquette LR n'est pas très séduisante en ce moment. Laurent Wauquiez qui sulfate, mais qui dit aussi allez, on garde la tête droite, on repart, voilà. On repart vraiment, on a la sensation qu'on balaye le passé pour avancer là aussi. D'abord une petite précision, parce que vous dites congrès LR, c'était aujourd'hui un congrès de rassemblement des LR, de l'UDI, parti centriste, et du Nouveau Centre. Absolument. C'est important de le rappeler parce que oui. c'est l'union de la droite et du centre que porteront les candidats investis aujourd'hui. Et c'est pas rien parce qu'en fait, cette alliance de l'union de la droite et du centre, c'est elle qui dirige le plus grand nombre de villes dans notre pays. C'est elle qui dirige un grand nombre de départements et qui préside aussi à la destinée d'un certain nombre de régions. Mais il y a une inquiétude qui persiste quand même dans votre famille. Absolument, et vous avez raison de le dire. Notre candidate a fait un très mauvais score à la présidentielle, qui a surpris tout le monde. Et évidemment, il faut en tirer les leçons. Mais on ne va pas renier un historique très important et surtout un ancrage de terrain extrêmement important. C'est quand je vous parle des mairies, des départements et des régions, c'est simplement pour vous rappeler que le réseau des élus de la droite et du centre est là, très présent, très investi. On est au contact des Français, on entend leur colère, on entend leurs craintes, on fait en sorte, chacun à nos échelles, d'améliorer leur sort et leur qualité de vie. Et donc, évidemment qu'on a envie de porter un message. Ah oui, on a une voix à faire entendre. Cette voix, elle n'a rien à voir avec l'extrême droite. Elle n'a pas grand-chose à voir avec un gouvernement qui aurait un Premier ministre de gauche. Et c'est vrai que là-dessus, on est tous suspendus à la stratégie de M. Macron. Donc, on fait entendre notre voix du terrain, notre voix de l'ancrage local. Alors, vous parliez de votre famille. Je vais donner les chiffres que vient de me donner Alexandre Chauveau, notre reporter qui a assisté justement à ce Conseil national. 457 circonscriptions pour LR, 59 pour UDI, 26 pour le Nouveau Centre. Alexandre Chauveau, l'actualité, c'est aussi le premier ralliement d'un député LR vers La République En Marche, en Renaissance. Robin Reda, député de l'Essonne. Oui, c'est ça. Son nom avait été évoqué parmi les députés Macron compatibles, mais c'est une petite surprise car c'est le premier à franchir le Rubicon cette année. Robin Reda, 30 ans, élu député de l'Essonne sous les couleurs des Républicains pour la première fois en 2017, est donc apparu parmi la liste des candidats investis par la majorité, publiée cet après-midi en plein Conseil national de LR. Écoutez la réaction de Christian Jacob tout à l'heure en conférence de presse. Robin m'en a informé tout à l'heure dès que je pense que ça lui a été confirmé. Nous, la règle, elle est claire. Donc à partir du moment où on est majorité présidentielle, on n'est plus les Républicains. On nous avait annoncé il y a 3 semaines, 1 mois, une 50aine. Après, on est passé à une 30aine, après une 10aine. Maintenant, on nous dit entre 5 et 7. Et là, bon, il y en a 1, effectivement. Peut-être qu'il y en aura 2, peut-être qu'il y en aura 3, on verra. Voilà Christian Jacob qui dédramatise le départ de Robin Reda. Le parti investira par ailleurs un candidat face à lui. Et pour tenter de prévenir ce type de situation, tous les candidats investis par la droite et le centre devront signer une charte dite de clarté et d'indépendance, censée marquer une étanchéité totale avec le macronisme. La subtilité qu'il faudra observer, ce sont les candidats LR qui n'auront pas de candidat Renaissance, ex-En Marche, face à eux, ce qui vaudra un soutien implicite du parti d'Emmanuel Macron. Merci Alexandre Chauveau pour ces précisions. Vincent Jeanbrun. Ça vous a surpris, Robin Reda? Vous étiez prêt? Robin est un ami, je le connais depuis longtemps. Il restera un ami malgré ce choix politique, évidemment. En revanche, la règle, il la connaissait, elle est extrêmement claire. S'il rejoint la majorité présidentielle, dans la mesure où il n'y a eu aucune main tendue et aucune proposition d'accord de coalition sur des bases programmatiques, effectivement, chaque parti, chaque formation présentera son candidat. Robin a choisi de porter les couleurs de la majorité présidentielle, c'est son choix. Et de fait, Christian Jacob a été très clair sur les conséquences. Laetitia Avia, oui, Robin Reda, c'est un homme politique de grande qualité. Je le suis depuis longtemps. Je me réjouis qu'il nous rejoigne. Il avait été à une époque le plus jeune maire de France, je crois. Et c'est quelqu'un qui est porté par des convictions avant tout. Et donc, nous sommes ravis de le voir venir pour agir et servir le pays auprès d'Emmanuel Macron. Après, tout à l'heure, on parlait de ce petit pep talk, comme on dit, pour motiver un petit peu les LR. Moi, je trouve que c'était nécessaire, en effet, parce que depuis le premier tour de la présidentielle, j'avais l'impression que chez les Républicains, qu'ils étaient tétanisés. Moi, je le vois, et je suis ravie que vous soyez là. Je suis ravie que vous soyez là pour défendre un certain nombre de positions, mais ça fait un moment qu'on n'entendait plus rien. Ça fait un moment que la gauche populaire a occupé le terrain et a fait beaucoup de bruit. Je peux vous dire, moi, ne serait-ce que sur ma radio, alors je peux vous dire que ne serait-ce que sur ma circonscription, la candidate LR a disparu. Encore ce matin, je la cherchais sur le marché. On ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un moment où
Voilà, même en situation de défaite, et justement pour ne pas vivre le même sort que le Parti socialiste, eh bien oui, on se retrousse les manches et on y va et on défend des convictions. C'est gentil de vouloir nous coacher Mais comme non, ça, mais c'est je super suis sympa. à la Laurent Wauquiez, allez. Incroyable. Je sors ma doudoune après. Et je vous donne la parole dans 2 secondes, Jean-Yves Le Borgne, avocat, mais je voulais juste vous soumettre aussi cette petite phrase d'Aurélien Pradier, secrétaire général des Républicains, qui ce matin dans Le Point déclare ce que j'ai le plus appris de Nicolas Sarkozy, c'est le sens de la rupture, c'est sa volonté de rompre avec le chiracisme qui lui a permis de réussir. Je suis certain qu'il ne m'en voudra pas de dire qu'aujourd'hui, il faut rompre avec le sarkozysme. Voilà, c'est ce qu'il affirme. Jean-Yves Le Borgne, voilà, Si vous là voulez, aussi, c'est quand même un petit événement. Je trouve que la députée LREM fait un petit peu de provocation en disant que les LR se sont endormis, écrasés par la défaite présidentielle. Mais le vrai sujet, c'est de savoir, je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on défend ? On défend une étiquette ou on défend une idée. Il y a eu de grands partis... Mais il y a des problèmes d'incarnation, on en revient toujours à la même chose, on en parlait tout à l'heure. Nicolas Sarkozy, donc, qui a assisté à l'investiture et qui est au soutien d'Emmanuel Macron, voilà, clairement, on lui dit vous ne faites plus partie de la famille. D'abord, le président Sarkozy a appelé à voter pour le président Macron. Donc les choses étaient claires, la position était prise. Est-ce que c'est une trahison ? Ou est-ce que c'est au contraire la fidélité à ses engagements, à ses idées, à ce qu'il croit bon pour la France, mais qui prendrait désormais une autre voie ? Valérie Pécresse qui lui retourne son virement de 1 000 euros. Oui, bien sûr, on peut comprendre qu'elle ne se soit pas sentie très soutenue par Nicolas Sarkozy pendant l'élection. Ça, c'est une réalité. Ouais. Mais je répète, je comprends que ces vieux partis particulièrement respectables qui ont gouverné la France hésitent à admettre qu'ils sont désormais hors circuit. Je ne sais pas s'ils le sont, d'ailleurs, ça reste à voir. Mais la vraie question, et ça je pense que la présence ce matin de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, c'était autre chose. C'était l'ancien président qui répondait à l'invitation du nouveau. Mais vous avez vu la collade que lui a accordée le président Macron, elle était beaucoup plus chaleureuse que celle qu'il a accordée forcément à François Hollande juste après. Le vrai problème, faut-il préférer les étiquettes aux idées ? C'est la vraie question. Pardon, mais je suis obligé de réagir parce que bien sûr que c'est les idées qui sont défendues là. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Moi, je fais partie des quelques-uns qui considéraient d'ailleurs, comme Jean-François Copé, qu'il y aurait pu, pour l'intérêt de la France, avoir une stratégie de coalition. Pas de soumission, mais de coalition. C'est-à-dire dire, voilà, nous, à droite, là d'ailleurs, l'alliance de la droite et du centre, on a telle et telle proposition, des fondamentaux sur la justice, la sécurité, l'économie. Si on est d'accord sur ces fondamentaux, alors après, on peut discuter pour le reste. Ça, c'est une coalition. Ça, c'est une bataille pour les idées. Nous n'avons pas eu de main tendue de cette nature de la part du président de la République. Et forcément, ça a poussé pour la défense des idées. Et donc, qu'il y ait du débauchage d'individualité, c'est possible. Est-ce du débauchage ou est-ce que ceux que vous considérez comme débauchés ne sont pas ceux qui reconnaissent que s'ils veulent faire avancer leurs idées, les inscrire dans le concret, il faut qu'ils fassent justement ce rapprochement dont vous dites vous-même, ce que je comprends parfaitement, qu'il ne vous paraissait pas aberrant. Mais tout à fait. Sauf que si demain on a un Premier ministre de gauche, et William Tell rappelait tout à l'heure, on ne sait pas où va naviguer le navire présidentiel et gouvernemental à l'heure où on se parle, effectivement, il y en a certains qui risquent d'avoir une petite douche froide. Parce que faire avancer leurs idées dans un gouvernement qui serait majoritairement coloré à gauche, par exemple, avec un certain nombre de fondamentaux, et même quand je vous dis ça, encore une fois, une coalition, ça se discute, ça se travaille. On est capable de dire, voilà, sur l'écologie, on va partir là-dessus, sur le social, on va partir là-dessus, et on peut se mettre d'accord. Là, aujourd'hui, on n'a pas ces éléments programmatiques sur la table. Donc, c'est bien les idées qu'on va défendre dans cette élection législative, et pas les étiquettes ou pas les fauteuils. Parce que, à vouloir garder cette stratégie d'indépendance, de fait, les Républicains risquent d'avoir des moins bons scores, et donc moins de députés au final, mais une loyauté à leurs idées. Et parler de loyauté, justement, la rupture avec le sarkozysme, William Tay, j'aimerais vous entendre. Tout dépend comment vous définissez le Sarkozy. Est-ce qu'il faut rompre avec Nicolas Sarkozy ? L'histoire de la droite montre que pour gagner, il faut tuer le père. Jacques Chirac a tué Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy a tué Jacques Chirac. Donc il faut toujours tuer le père pour gagner à droite. C'est la règle traditionnelle. La question, c'est comment vous définissez le sarkozysme. Et en fait, pour ça, il faut poser la question de la stratégie de LR. Vous avez 3 stratégies qui sont viables.
Soit vous faites une coalition avec Macron, comme l'a proposé le président Sarkozy, soit vous partez tout à droite, comme Sarkozy l'avait fait en 2007, pour aller chercher les électeurs de Le Pen et chercher les électeurs de Zemmour, donc c'est la stratégie Sarkozy, soit vous faites la stratégie indépendantiste. Ce que je ne comprends pas avec Aurélien Pradier, c'est qu'il dit qu'il faut tuer Sarkozy, mais en même temps, c'est la seule stratégie pour se démarquer du macronisme. Du coup, et donc c'est ça où il y a une complicité. Parce qu'en fait, la définition du Sarkozy, c'est aller chercher les électeurs de Le Pen et de Zemmour pour attaquer le centre. Et c'est ça la grande question. Et donc, du coup, le problème des Républicains, il est stratégique. 2, c'est une question de ligne politique. C'est en fait, qu'est-ce que les Républicains défendent au XXIe siècle ? Le monde est différent au XXIe siècle que du XXe siècle. Et donc, du coup, quel est le projet politique qu'ils sont en capacité de défendre sur les questions économiques, sur les questions sociales ? Quelle est la vision de la France ? Quelle est la vision de l'Europe ? Comment ils veulent placer la France dans le concert des nations ? Comment ils veulent faire exister la France dans l'Europe, face à la Chine, face aux États-Unis ? Tant qu'ils définissent pas ça, ils sont en capacité de proposer une offre politique aux Français. Alors que ce qu'ils font, c'est qu'ils font une politique de la demande. Ils suivent leurs électeurs. Et quand vous faites de la politique, vous gagnez parce que vous proposez quelque chose de différent. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, c'est déjà fini. C'est passé à la vitesse de la lumière. Merci à tous les 4 d'être venus ce soir, Europe Soir Week-end, bien sûr. Merci. On finit plus tôt ce soir. Pourquoi ? Parce qu'il y a du sport sur Europe 1. Bonsoir Lionel Rousseau. Bonsoir Céline, du football absolument. 19h minuit, le football prend le pouvoir. Pardonnez-nous, mais on va se régaler avec le multiplex de Ligue 2. Il y a beaucoup d'enjeux. 5 matchs à suivre notamment et les évolutions de score. Et puis la finale de la Coupe de France entre Nice et Nantes. Le coup d'envoi à 21h. On vous accompagne avec tous nos envoyés spéciaux et nos experts. Merci beaucoup Lionel, bonne émission à vous et à demain, 18h.